Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce JT Week-end. Voici les titres de l'actualité. À J-2 de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a fait le point hier sur les derniers préparatifs. Il a en effet réuni les directeurs des écoles des circonscriptions de Djibouti 1, 2 et 3. Et les fortes pluies enregistrées dans la nuit du 29 au 30 août dans l'ensemble du territoire ont engendré d'importants dégâts sur la route nationale numéro 1. Et en Libye, les combats opposent des milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale à un groupe armé dans la banlieue sud de Tripoli. Et le dernier bilan donc officiel fait état de 27 morts et de 91 blessés en 4 jours. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Après les inspecteurs, c'est au tour des chefs d'établissement de prendre connaissance avec la lettre d'émission spécifique préparée cette année par le ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, Mustafa Mohamed Mahmoud a en effet successivement réuni hier les directeurs des écoles des circonscriptions de Djibouti 1, 2 et 3. La lettre de mission conforme à la transformation de l'école engage cette année en effet le travail attendu de chaque chef d'établissement au cours de la nouvelle année et doit servir de document de base pour l'élaboration du plan du travail annuel. Parmi les points prioritaires continus dans ce document de cadrage, il faut relever entre autres le renforcement du rôle du chef d'établissement, considère comme le premier conseiller pédagogique de son établissement, la réduction des comptes axés sur les résultats et l'autonomisation des établissements scolaires, le développement des projets de l'établissement, la prise des comptes effectifs du numérique dans l'enseignement. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale va poursuivre dimanche, aux rencontres avec les chefs d'établissement de l'enseignement moyen et secondaire. Je vous amène au Japon. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, est en visite de travail à la tête d'une forte délégation djiboutienne, dont figure le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Hadji. Durant son séjour, le ministre et sa délégation ont rencontré plusieurs hautes responsabilités du Japon, plusieurs hauts responsables du Japon, en l'occurrence son homologue du Japon et le ministre de la Défense. Par la suite, la délégation conduite par le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale, qui est une institution financière publique japonaise, est une agence de crédit à l'exportation. L'institution en elle-même est devenue l'aile internationale de la Japan Finance Corporation, administrée par le ministère des Finances de ce pays. La banque appartient à 100% au gouvernement japonais et a pour principal objectif de promouvoir la coopération économique entre le Japon et les pays d'outre-mer en fournissant des ressources aux investissements étrangers et en encourageant ainsi le commerce international. Retour à Djibouti où la ville est sérieusement protégée contre les dangers des crues de l'oued d'Amboli depuis la construction de la digue sur le lit de cette oued. En effet, dès que de fortes précipitations s'abattaient sur les régions environnantes, l'oued d'Amboli se transformait en un fleuve de boue et d'eau en furie, faisant des dégâts très importants, surtout dans les quartiers d'Amboli et le reste de la ville. Ces images appartiennent au passé, depuis la construction en 2007 d'une digue de protection par la direction des grands travaux du ministère de l'Agriculture et renforcée en amont avec le barrage de Wea actuellement en construction et qui a pour fonction non seulement de retenue d'eau, mais aussi de réducteur de puissance de l'oued d'Amboli. Le directeur du département des grands travaux du ministère de l'Agriculture nous a fait le point sur ces ouvrages qui protègent la ville depuis leur mise en place. On l'écoute. Beaucoup plus, notamment à Wea, Petit Bara et Arta. Et donc des forts écoulements d'eau se sont produits et une forte crue est arrivée. Donc en premier lieu, nous pouvons au cours de l'inspection d'aujourd'hui de la digue d'Amboli constater que la digue a bien tenu. Cette digue qui a été achevée en 2007, qui est dans sa 11e année, nous constatons des visus qu'elle a bien fonctionné et qu'elle a bien protégé des habitations en rive droite. Du côté du barrage, le barrage a servi de tampon. Donc il a freiné les premiers crues qui sont venus du Petit Bara, les a accumulés. Une fois qu'il a été submergé, puisque le volume d'eau qui arrivait était plus important que le niveau du barrage, actuel du barrage qui n'est pas achevé, qui est en cours de construction,
l'eau a débordé le barrage, donc a continué sa route pour rejoindre les écoulements qui sont venus des oueds boulées. C'est donc le directeur du département des grands travaux du ministère de l'Agriculture, M. Awed Jama, qui a visité donc ce matin la digue de l'Oued d'Ambouli. Et à ce sujet, dans la soirée du 29 au 30 août, de très fortes pluies se sont abattues sur l'ensemble du territoire national avec une pluviométrie record. Ces fortes précipitations dans les régions environnantes, dans les Oued, donc rejoignent celui d'Ambouli, ont transformé ce dernier en quelques minutes en un fleuve en furie, emportant tout sur son passage. L'ouvrage de protection de la ville a tenu bon, comme nous venons de le voir. Toutefois, après les premiers décasements, certains riverains se sont réinstallés dans cette zone interdite avec tous les dangers qu'ils encourent. Par ailleurs, la bretelle allant vers Doralé reste un danger permanent. Ahmed Hamad s'est rendu sur place. Voici son reportage. Aux environs de minuit, lorsque nous observons une montée des eaux de l'Oued d'Ambouli, la pression de l'eau devient de plus en plus forte. Notre équipe a du mal à filmer cette soirée tant les flots sont dangereux. Repoussés par la digue, les eaux de l'Oued se feraient un passage dans les zones environnantes et l'on dénombre des garages et des habitations isolées. Des pertes en vie humaine auraient dû être enregistrées, mais les responsables du chantier du barrage de Béa ont communiqué la dangereuse montée des eaux. Les responsables du ministère de l'Agriculture qui ont aussitôt relayé l'information à la protection civile qui a à son tour procédé à l'évacuation des zones à risque. En effet, en un laps de temps très court, tout était submergé. Voitures dans les garages et habitations dans les champs. Le président de la République avait pourtant ordonné le décasement de cette zone après la catastrophe de 1994 qui avait fait de nombreuses victimes et avait ordonné la construction d'une digue de protection de la ville. L'autre grand danger, c'est la circulation sur la bretelle de Doralé où surtout la nuit, des automobilistes sont surpris par l'Oued en furie et restent la cause de nombreux accidents ayant entraîné des pertes en vies humaines. La cause, c'est le système d'alerte automatique basé sur le niveau de l'eau qui n'est plus fonctionnel. Une carence qui a été relevée. Faut-il qu'il y ait à chaque crue de l'Oued d'Ambouli des dégâts matériels ou pire encore des victimes innocentes emportées par le flot pour que la circulation soit fermée? À quand la remise en état du système d'alerte automatique prévu à cet effet? Et pour nous en parler, Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma. Eh bien vous avez réalisé donc ce reportage durant la soirée du 29 au 30. On a eu l'impression en regardant que vous flirtez avec le danger, c'est le cas? Asma, donc il faut dire qu'à première vue on ne voit pas le danger, il survient et personne ne met sa vie délibérément en danger, mais un accident peut arriver, c'est vrai. Cela dit, nous étions au bout du pont d'Ambouli, Asma, donc nous aurions pu être emportés que si le pont lui-même aurait été donc emporté, mais rassurez-vous, donc il est très très solide, mais étant en protection, nous avons pu prendre également avec mon caméraman donc Wahib et donc ces images. Il faut savoir que tout se passait très vite. L'eau montait donc très très vite sans que personne ne s'en aperçoive parce qu'il faisait nuit noire, il faut le rappeler, il était tard dans la nuit, entre minuit et 1h du matin. Et pour terminer donc une précision également, à aucun moment la digue n'a rompu, à aucun endroit, mais les riverains donc ont pu observer donc un niveau au niveau donc de Fan City. L'eau donc qui venait vers Fan City ne provenait pas d'un débordement de la digue, mais du réseau d'eau pluviale allant dans le sens du lit de l'Oued et qui en fonctionnait dans le sens inverse. Donc ce qui témoigne encore une fois de toute la puissance de cette crue. Il s'agissait en fait d'un mince filet contenant surtout de la boue et sans aucun danger à soi. Merci Ahmed Hamad pour ces précisions. Vous restez avec nous donc pour l'actualité internationale. Et suite à ces intempéries, justement, la route nationale numéro 1 a été sérieusement endommagée au niveau du PK51 où le pont récemment rénové a été emporté par les eaux de pluie et l'Oued. Ainsi, la liaison entre Djibouti et les régions du nord du pays momentanément interrompue jusqu'à réparation. Les eaux n'ont épargné aucune installation à proximité. En effet, le poste de contrôle
contrôle de l'ADR a été complètement arraché et les commerçants du coin ont vu leurs biens matériels emportés par les eaux de pluie jusqu'au village d'Ouéa. Un peu plus loin, à Amadjaga, les flots de l'Oued ont endommagé et renversé 4 camions lourds des transports éthiopiens. Les dégâts de ces intempéries ont été également importants au niveau du barrage d'Ouéa qui est en construction. Le barrage avec ses vannes d'évacuation des eaux de pluie a été en effet sérieusement endommagé et la partie inondable pour laisser passer les eaux a triplé de surface. Sans transition et pareillement à Dikil, des fortes pluies avec des vents violents se sont abattues avant-hier soir et dans ces localités périphériques, à savoir Mouloud, Yoboki, Asila et Galamou. Ces pluies avec des grêles accompagnées des bourrasques se sont étendues dans toute la région. Suite à ces pluies, la préfecture de Dikil a comptabilisé des dégâts matériels importants sur certaines habitations. Par ailleurs, une ambulance de retour de la capitale a été emportée par les eaux de l'Oued de Mouloud et le conducteur seul à bord est sorti fort heureusement vivant avec quelques blessures légères. Le préfet par intérim de la ville de l'unité Youssef Ali et le chef des corps de Dikil, le colonel Idriss Omar Alayi, ont effectué une visite d'inspection sur les conséquences de cette forte précipitation saisonnière et se sont rendus à Mouloud auprès de l'ambulance emportée par l'Oued de Mouloud. Et le dossier de cette édition, nous allons parler des petites et moyennes entreprises qui évoluent de plus en plus dans le pays. Elles jouent un rôle primordial dans le développement du système socio-économique. Il est établi qu'elles constituent un pas dans l'industrialisation et la dépolarisation des activités économiques. Parmi les différentes petites et moyennes entreprises de Djibouti, il y a l'entreprise Ilays qui produit du savon en poudre revendu sur le marché national. Quel est donc son rôle dans l'emploi? La redistribution des revenus, sa taille, son emplacement, ses caractéristiques, ses activités ainsi que son rendement. Éléments de réponse dans ce magazine réalisé et préparé par Moustapha Hassan sur un commentaire d'Ahmed Hamad. Cette entreprise a été créée en octobre 2010 et se situe dans la zone industrielle sud. Cette entreprise produit différentes marques de savon en poudre telles que le savon Iftin de 80 grammes, Illa de 100 grammes, mais aussi la marque Job de 100 grammes également. Elle contribue au développement du pays en donnant des opportunités de travail directes ou indirectes, ce qui a permis d'embaucher une trentaine d'employés. La production journalière est de 12 à 16 tonnes de savon en poudre et mensuellement de 450 000 tonnes et permet de couvrir les besoins en savon en poudre dans tout le pays. La nouveauté est que ce savon est exporté vers les pays de la région comme l'Éthiopie, la Somalie ou le Somaliland. Pour cela, l'entreprise Ilays s'est dotée d'équipements modernes de dernière génération pour satisfaire la demande du marché. Mais le hic à Djibouti, c'est que le savon en poudre est également importé de l'étranger en quantité énorme. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage s'est rendue à la DIZ, l'institut chargé des statistiques, pour connaître la quantité de savon en poudre provenant de l'étranger. Pour info, en 2013, la quantité de savon en poudre importé était de 5 457 tonnes, en 2014 de 6 122 tonnes, mais a vu une nette baisse en 2016 avec 3 851 tonnes importées. Notre équipe a également rendu visite aux grossistes et détaillants concernant la vente du savon en poudre made in Djibouti. Les commerçants djiboutiens que nous avons rencontrés nous expliquent que les consommateurs djiboutiens préféraient utiliser le savon en poudre produit localement. Enfin, il faut savoir que le savon made in Djibouti est en termes de qualité identique sur tous les points aux produits importés. Il est temps de penser et consommer djiboutien. Et pour clore l'actualité nationale dans le cadre de l'organisation de la 10e édition du tournoi interrégional d'amitié de Adaïlou, à chaque édition, l'ONG EVA invite en principe la communauté du village à s'impliquer dans l'organisation de cette manifestation sportive et culturelle. Cette année aussi, la communauté du village de Adaïlou est au premier plan. Cet événement est conditionné par l'implication effective
de la communauté du village de Adalou dans son ensemble, repartis en plusieurs commissions. Ils sont engagés en permanence pour assurer le bon déroulement de cet événement. Les femmes ne sont pas en reste et occupent une importante place dans ce groupe d'organisation. Sur ce, il faut préciser que ces hommes et femmes sont regroupés au sein de plusieurs commissions, dont une commission d'accueil, une commission de la restauration, commission de l'hébergement, celle de la logistique et transport, mais aussi celle de la sécurité. Une commission également de la mobilisation et communication. Et nous restons toujours à Adalou. Le grand terrain d'Adalou a abrité dans l'après-midi d'hier la demi-finale qui a opposé 4 équipes différentes, notamment Tadjoura, Dikil, Ali Sebié et Adalou, dont finalement Tadjoura et Ali Sebié ont été qualifiés au final de ce rendez-vous sportif à vocation nationale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Ahmed toujours. Rebonsoir. On commence donc depuis 4 jours maintenant. Les combats opposent des milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale à un groupe armé dans la banlieue sud de Tripoli. Le dernier bilan, Ahmed, officiel, est fait état de 27 morts et 91 blessés en 4 jours seulement. En effet, Asma, donc le cessez-le-feu en Libye n'aura duré que quelques heures hier. Depuis le début de la semaine, les milices tripolitaines loyales au gouvernement d'union nationale ou GNA, reconnues par la communauté internationale et basées dans la capitale à la 7e brigade, s'opposent en effet à un groupe armé venu de la ville de Tarhuma à 60 km au sud-est de Tripoli qui disait dépendre du ministère de la Défense du GNA. Et selon toujours le ministère de la Défense, 27 personnes effectivement ont été tuées et 91 blessés, la plupart des civils depuis le début des affrontements. Et en Syrie, la région d'Idleb se prépare à subir la dernière grande bataille de la guerre qui dure depuis 7 ans. Et oui, poussé par ses succès militaires obtenus avec le soutien décisif de la Russie et de l'Iran, le président syrien Bachar al-Assad veut reprendre l'une des dernières grandes enclaves aux mains de ses ennemis, la région d'Idleb dans le nord-ouest du pays. L'autre crainte de l'ONU, c'est le recours aux armes chimiques, Asma. Une fois de plus, comme pour annoncer leur emploi, les médias donc de propagande russe ont commencé à diffuser des informations non sourcées, accusant l'opposition syrienne de préparer une provocation chimique afin d'attirer une intervention occidentale. Et en avril dernier, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient bombardé 3 sites syriens en représailles à l'emploi de gaz chimique par le régime. Et on va faire le point avec vous sur ce tremblement de terre en Grèce. Apparemment, ni victimes ni dégâts majeurs n'ont été signalés pour le moment. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un responsable après ce séisme. Et oui, c'est un tremblement de terre donc de magnitude 5 sur l'échelle de Richter, qualifié de fort par l'Observatoire géodynamique d'Athènes, qui a secoué donc ce matin les villes de Karditsa et Trikala dans le nord de la Grèce, sans faire de victimes, heureusement, selon les premières informations de la police locale. Un séisme donc meurtrier au XXe siècle pour la Grèce, donc qui se trouve sur des lignes de failles importantes et régulièrement frappées par des tremblements de terre, donc, mais rarement avec des victimes. Pays donc ayant la plus forte activité sismique en Europe, la Grèce a connu 11 séismes meurtriers au cours du dernier siècle, le plus grave ayant coûté la vie à 476 personnes sur les îles ioniennes de Zante et de Céphalonie. C'était en août 1953. Et enfin, sport pour clore l'actualité, et c'est Luka Modric qui a été désigné meilleur joueur donc UEFA de la saison aux dépens de Cristiano Ronaldo et de Mohamed Salah. Et oui, le milieu de terrain donc qui fêtera ses 33 ans la semaine prochaine a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid pour la 3e année consécutive. Le voilà donc récompensé Asma pour un nouveau prix après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde dont il a disputé la finale avec la Croatie. Et les journalistes et les capitaines donc des clubs européens l'ont préféré aux 2 autres finalistes. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, son ex-coéquipier madrilène, parti cet été à la Juventus, et l'attaquant égyptien Mohamed Salah, finaliste malheureux de l'épreuve avec Liverpool. Luka Modric a aussi été élu meilleur milieu de terrain de la compétition lors d'une cérémonie marquée par le grand chelem madrilène. Keylor Navas a été désigné quant à lui meilleur gardien, Sergio Ramos meilleur défenseur et Cristiano Ronaldo meilleur attaquant. Merci à Ahmed pour ces précisions. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne djiboutienne.